Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Camille et Pierre-Yves du studio Maître Chat. On parle de leur parcours respectif, de leurs rencontres et des différents projets sur lesquels ils ont travaillé. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec eux. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est avec Camille et Pierre-Yves de Maître Chat. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Salut. Salut. Est-ce que Pierre-Yves, on peut faire le diminutif PY ou ça marche pas trop? Alors, j'ai tout un tas de pseudonymes en fonction de mes différents groupes de potes. Tu peux m'appeler Pierre-Yves, PY, PY, j'ai eu un peu tout. Donc, PY, comme tu le sens. Franchement, je serais pas chiant là-dessus. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre sur votre parcours, comment vous êtes rencontrés, tout ça? En gros, pour la faire courte, on était tous les deux auto-entrepreneurs motion designers à Lyon. Mm-hmm. Et à force de se rencontrer dans les mêmes réseaux, dans les mêmes networking, on va dire, on a commencé à émettre l'idée de travailler ensemble sur des projets. Okay. Et c'est ensuite qu'on a commencé à établir un premier devis ensemble. Donc ça s'est fait vraiment tout seul, quoi. C'était vraiment naturel. Ça s'est fait petit à petit, ouais. Ouais, on avait tous les deux la volonté aussi d'arrêter de bosser chacun dans notre coin en freelance, et c'est vrai que c'était une des premières discussions qu'on a vues quand on s'est rencontrés aussi, c'est se dire ouais, je suis un peu seul dans mon coin, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire un truc, un projet ensemble, et c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Ok. Et du coup là vous avez plus d'activités indépendantes chacun de votre côté, c'est ça? Non, c'est ça. Du coup, à la constitution de la SARL, on a clôturé nos auto-entreprises. Okay. Et même si parfois c'est Pierre-Yves qui est sollicité ou moi, c'est de l'argent qu'on facture sur la société. Ok, ça marche. Et vous avez quel background alors vous avez une formation en motion design? Vous êtes autodidacte? Alors moi j'ai pas du tout un profil adapté au motion design, dans le sens où je me suis un peu perdu. Moi j'ai appris la vidéo un peu en autodidacte. J'ai commencé, je crois que je faisais des animations sous Flash quand j'étais ado. Ah yes. Et j'ai faisais du skateboard à l'époque. Je le fais plus parce que je tiens à mes genoux et mes chevilles. Mais c'est comme ça que j'ai eu une première culture, on va dire, liée à l'audiovisuel. Et on faisait des petites animations Flash. Et ça m'a jamais vraiment quitté. Mais j'envisageais pas d'en faire une carrière. Donc j'ai toujours fait peu de choix par défi, beaucoup de choix par défaut, dans le sens où je me suis un peu laissé porter, je suis allé à la fac, et puis il se trouve que je me suis retrouvé en école de commerce. Ok, ouais. Je savais pas trop ce que je faisais là. Et à la fin de l'école de commerce, après 5 ans d'études post-bac, et je me dis ok, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je vais faire de ma carrière. Donc vraiment on va dire un peu cette on sent vraiment la réflexion dans mon parcours qui arrivait vraiment au bon moment, quoi. Et en fait je faisais aussi partie d'une association audiovisuelle en école de commerce, donc j'ai toujours regardé un peu ce goût pour la vidéo, et chasser le naturel, il revient au galop. Arrivé à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas en faire un métier. J'ai commencé à bosser pour des potes de potes, et après c'est devenu un vrai job en freelance. Je faisais beaucoup de motion design et un peu aussi de prise de vue, parce que j'ai toujours fait aussi un peu ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est arrivé de mon côté. Par le bouche à oreille, du coup, par la suite. Ouais, carrément, ouais, Ouais. c'était vraiment bouche à oreille. Après, ce qui était pratique aussi, c'est que en école de commerce, t'apprends aussi à faire un peu ton réseau. Donc, t'as quand même des potes qui créent des boîtes, ou qui lancent des projets, ou qui sont chefs de projet, chefs de produit. Voilà, donc ça crée quand même des opportunités. Même si je pense que j'ai peut-être pas optimisé mon réseau d'école de commerce, dans le sens où je suis pas hyper bon là-dedans. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, en tout cas. Ok, cool. Et toi, Camille, du coup, ton côté Moi, c'est un peu comme Pierre-Yves, mais dans le sens où j'ai toujours
su au collège ce que je voulais faire et j'étais partie pour bosser dans le sport. Ok. Et arrivée en troisième, ma conseillère d'orientation, elle était pas du tout d'accord avec mes choix, avec mes envies. Et c'est à la suite de 2 journées au centre d'information et d'orientation et après plein de tests qu'elle m'a dit en fait je vous verrai bien graphiste. Ah yes. Okay. Et donc du coup j'ai fait un bac L art plastique suivi d'une mise à niveau art appliqué. Et c'est quand j'étais en mise à niveau art appliqué que je me suis dit ouais en fait le BTS communication visuelle ça va être chouette parce qu'on propose du motion design dans les cours. Chose que en fait je n'ai jamais fait. Pareil, j'ai animé un petit peu sous Flash, mais parce qu'en fait on nous apprenait à faire des bannières web et des sites internet. Donc l'animation c'était beaucoup plus basé pour des sites internet. Et les cours de motion design ils venaient qu'en 2e année. Et malheureusement j'ai fait qu'une année de BTS. Et comme Pierre-Yves, du coup je suis complètement autodidacte. J'ai passé 1 année à me former toute seule. Ah d'accord, ok. Et t'as volontairement arrêté le BTS? Alors c'est pas ça qui s'est passé, c'est que c'est l'école privée qui ne garde que très peu d'élèves en fait. Et donc avec beaucoup de mes amis et mon ex-copain de l'époque, on s'est retrouvés un peu coincés chez nous à savoir si on allait recommencer une 2e année de BTS dans une autre école ou si on continuait comme ça. D'accord. Et il y avait les générations qui étaient passées avant nous, qu'on voyait réussir sans avoir continué leurs études. Et ces études-là, dans des écoles privées, elles sont assez chères pour qu'au final, il n'y ait pas un gros besoin de reconnaissance de diplôme. Oui, ok, ouais. Et donc du coup, c'est ce qui m'a donné envie de continuer toute seule, en tout cas, et de me former. D'accord. Et ensuite, j'ai décroché mon premier petit boulot à Paris dans une agence d'événementiel audiovisuel. Et de fil en aiguille, je suis partie travailler en Suisse où j'ai fait du motion. Et ensuite, je suis allée à Annecy travailler dans un site de e-commerce qui s'appelle Greenwiz, qui est aujourd'hui un des clients pour lesquels on travaille encore. Et suite à un licenciement économique, je suis revenue à Lyon et j'en ai profité pour me mettre officiellement à mon compte. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai rencontré Pierre-Yves en faisant du réseau. Ok, d'accord. Voilà. Bah dis donc, là, c'est la première fois que j'entends qu'une conseillère d'orientation fait presque bien son taf. Désolé pour tous les conseillers d'orientation, mais bah, c'est cool, tant mieux. Franchement, c'est grave cool. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant à peu près que vous avez lancé Maître Chat ensemble? Ça va faire 4 ans dans en septembre. 2 semaines. Oui, 2 semaines. Ouais. Il faudra qu'on fasse quelque chose. Un gâteau peut-être, je sais pas. Il faudra qu'on trouve. Ouais, ça va faire 4 ans, ouais. Cool, stylé. Et d'où est venu le nom Maître Chat? Est-ce que c'est cet amour pour ce magnifique félin? Alors, il y a un peu de ça. En fait, déjà, alors la première raison que je donne, c'est le nom de domaine était disponible. Donc ça c'est déjà pas mal. Et en fait non, le Maître Chat, en fait, pour faire un peu le storytelling de tout ça, Maître Chat, c'est le nom d'origine du chat botté. Donc le premier conte du chat botté de Charles Perrault. Pour la faire courte, c'est un meunier qui décède et qui laisse un héritage à ses fils. Donc il y en a un qui va récupérer le moulin, l'autre qui va récupérer les terres et le troisième qui va récupérer un chat. Donc il se dit, je me sens un peu lésé là, qu'est-ce que je vais faire avec ce chat? À la limite, je vais le bouffer, ça va me faire un repas et puis c'est tout. Et il s'avère que ce chat, donc le chat botté, est très intelligent et via différents artifices et astuces, arrive à faire en sorte que son maître épouse la fille d'un marquis local et devient marquis de Carabas. Et en fait, dans la structure narrative, le chat botté, c'est une typologie de personnage qu'on appelle le trickster, le fripon en français, et qui est en fait un personnage qui va accompagner le héros principal de l'histoire dans sa quête et qui va l'aider. Ok. Donc on retrouve beaucoup ça, notamment chez Pixar, chez Disney. Voilà, c'est une typologie de personnage assez répandue. Et du coup, voilà, on trouvait que ça allait bien. Et voilà, un chat c'est cool, c'est un petit côté un peu snob qui est marrant, puis c'est un peu les rois d'internet les chats, donc voilà, c'était intéressant. C'est vrai que je sais pas ce que serait internet sans les chats.
cette mignonnerie. Alors le revers de la médaille, par contre, quand on nomme sa boîte avec un nom d'animal, c'est qu'on vous offre au final plein d'accessoires souvent inutiles, on va pas se le cacher, en forme de chat. Donc nous on a des théières, on a des gants de cuisson, des sous-plats, on a tout en chat chez nous. Donc voilà, faut y penser aussi, quoi. Et ensuite, t'écris maître chat sur ton coworking et les gens tapent à ta porte pour savoir si t'as un bar à chat. Ah oui, aussi. Ah oui, Voilà. pas mal. Ça nous arrive régulièrement, au moins une fois par mois à peu près. Ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que moi, je suis dans une agence qui s'appelle Carbone Café. Et, et une fois à la visite médicale, il y avait du coup celle qui accueillait les gens qui disait « Oh, vous aurez pu nous apporter une boisson cet après-midi si chaud et tout ». Et j'ai pas compris au début, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un café en fait, ou un salon de thé ou quoi. Et torréfacteur. Du coup, ça peut porter effectivement préjudice des fois le nom. Tout à fait. Faut pas choisir. Faut bien y réfléchir. On sait jamais. Il y a des fois, ça peut être à double tranchant. Ouais, clairement. Et du coup, quel est le premier taf sur lequel vous avez bossé ensemble ? C'est sur les réseaux sociaux, non ? Ouais, c'est ça. Du coup, à la suite de quand on s'est rencontrés, on essayait de bosser à deux sur des projets avec des budgets un peu plus conséquents. Et à force de recevoir des refus ou des devis qui se signent pas, on en a eu un peu marre et on a décidé de travailler ensemble. Et il s'avère que c'était en janvier, si je dis pas de bêtises, 2016. On avait tous les deux du temps à accorder pour mettre un projet en commun. Et on s'est demandé sur quoi on pouvait bosser. Et tous les deux, on s'est dit, ce serait cool, c'est qu'on essaye du stop motion. Donc, on s'est retrouvés à travailler dans des petits cafés, à écrire, réfléchir, faire des recherches sur le sujet et sur comment le traiter, pour au final, oui, commencer à tourner dans mon appartement où on avait bougé tous les meubles, on avait réussi à récupérer un boîtier, des lumières, et avec pas grand-chose, en fait, on a réussi à faire cette vidéo. Ah, stylé. Mais du coup, c'était vraiment juste une envie comme ça, le stop motion. Et après, vous avez continué ensemble dans cette voie-là, ou c'était genre un coup de foudre pour cette technique ? Ouais, de mémoire sur ce projet, on s'était dit en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, de quoi on a envie. Et il se trouve qu'on avait un peu tous les deux l'envie d'essayer de toute façon d'essayer de nouvelles choses, et en l'occurrence le stop motion. Et voilà, on est parti sur cette technique-là. Et de manière générale sur nos projets, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de se dire maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, quelle technique on pourrait essayer. Et a fortiori sur des projets, on va dire sur des side projects où il y a peut-être moins d'enjeux aussi niveau client, mais même sur les projets clients, on essaie quand même de développer ça aussi, de dire quelle technique on va essayer de nouveau pour essayer de se renouveler à chaque fois. Ok, d'accord. Et que j'imagine forcément travailler à deux, ça implique deux visions différentes d'un même sujet. Comment vous arrivez à concilier vos différentes visions ? Est-ce que vous êtes tout de suite en phase en général, ou c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est à celui qui crie le plus fort, et voilà. Après, faut être physique, faut être bien sur ses appuis. Moi, je peux être fort. Voilà, et Camille elle a de la poigne, donc souvent je lâche prise, quoi. Ok. On a des profils similaires dans le sens où on est tous les deux chefs de projet, on a nos clients, on sait faire des rétro-plannings, on sait animer, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire exactement tous les deux. Là où justement on distingue nos rôles, c'est que Pierre-Yves, en fait, il fait l'écriture, et que moi je vais plus réfléchir à la direction artistique, mais ça n'empêche pas sur ces phases-là de rebondir l'un sur l'autre et de faire des ping-pong, en fait. Okay. C'est ça qui fait que il y a toujours le meilleur qui en ressort. Et puis il y a des fois aussi, ça nous arrive aussi de fonctionner par séquence, où c'est très compliqué des fois, même si ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, de savoir exactement ce que l'autre a dans la tête. Donc il nous arrive des fois de se dire, là sur ce plan-là, t'as une idée, je vois bien que t'as une idée, moi je la visualise pas, mais je te fais confiance.
et on va au bout, et plutôt que d'essayer de l'interpréter, d'interpréter ce que tu as en tête, je te fais confiance, et on essaye ce truc-là. Et la plupart du temps, ça fonctionne quand on fait confiance à l'autre, et il n'y a pas cette frustration pour l'autre de se dire j'avais ce truc vraiment en tête et je pense vraiment que ça pouvait fonctionner, et de dire d'emblée non, et voilà, qu'après ça n'aboutisse à rien. Oui, ou alors quand on n'est pas sûr, on essaye chacun notre idée en fait. Aussi. Il y a les deux. Ok, d'accord. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur la question un peu de Alexia Dompnier. Donc, tu m'as déjà un peu dit les rôles que vous aviez, Pierre-Yves plus sur l'écriture, toi plus en général sur la direction artistique. Mais quand on est dans la production en elle-même, je sais pas, dans le découpage ou dans... je sais pas si vous faites de la modélisation 3D pour de l'impression 3D ou des choses comme ça. Qui fait quoi dans la prod en elle-même? Eh bien, bonne question. C'est sûr que tu fais l'écriture. Oui, c'est sûr que moi, ça, je ne l'ai jamais fait. Après, sur la création des accessoires, Camille maîtrise très bien la découpeuse papier. Ça, c'est vrai. Moi, je suis plus imprimante 3D, par exemple. Voilà. Ok. Après, c'est vrai que on essaye de faire la plupart des choses ensemble, mais après, des fois, c'est vrai qu'il y a des rôles qui naturellement viennent un peu plus, où l'un peut-être est plus à l'aise avec certaines techniques et inversement. Donc, on fait quand même souvent les choses ensemble, on va dire, de manière générale. Ok. C'est pas défini à l'avance. Non. Quoi. Ça se fait selon les appétences de chacun sur tel ou tel. Ouais, tout à fait. Quoi. Puis on essaie aussi de se former ensemble sur les techniques, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand on va essayer des découpes laser, on prend la formation ensemble, parce que voilà, c'est intéressant pour chacun de nous, et on essaie d'évoluer ensemble sur ces sujets-là. Après, il y a des fois, voilà, on va se répartir le travail, et il peut arriver qu'il y a certaines techniques qui sont plus maîtrisées par l'un que par l'autre. Ça peut arriver. Ok. Et pour ce projet, du coup, ce premier projet sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose un peu marrant ou quoi sur la prod ou quoi? Moi, je me souviens de la température dans la pièce. Ah putain, c'est horrible. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, on tournait pas en LED. C'était du tungstène. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça chauffait fort. On était dans l'appartement de Camille, sous les toits. Heureusement, on était au mois de janvier-février, je crois, février. C'est ça. Mais même malgré ça, on était à coller au spot. Enfin voilà, il faisait très très chaud. Et depuis, maintenant on tourne uniquement en LED, et on voit la différence. Voilà, il y avait rien que ça. On a tout de suite moins chaud. Ah, il faisait extrêmement chaud, quoi, sur le décor. Ouais, dans 45 mètres carrés, ça a chauffé vite, alors qu'on était en plein mois de janvier, et je crois que ce mois-ci, j'ai pas allumé mes chauffages, quoi, chez moi. Pas besoin. Je pense chauffer au tungstène, c'est beaucoup mieux. Du coup, ça a changé quand même beaucoup de choses pour vous d'avoir maintenant votre studio, j'imagine. Il fait plus frais. Il y a plus de place, c'est sûr. Plus de place c'est aussi, plus grand, ouais. Et ce studio-là, ça fait 1 an et demi qu'on l'a. Avant, c'était pas comme ça. Il y a eu une transition entre mon appart et avoir notre propre studio. On a fait 3 ans dans des espaces de coworking où on partageait du coup nos bureaux avec d'autres entreprises, entrepreneurs. Et pour nos petits tournages, on était obligés de louer des salles de réunion, et souvent, ça arrivait qu'on fasse ça le soir ou les week-ends, parce que on était dérangés par le bruit ou les gens, ou le fait qu'on doive tourner sur une grosse période de plus d'une demi-journée ou une journée. Donc c'était c'est janvier 2018, je crois. On s'est dit ce serait bien qu'on ait notre studio, et on l'a eu 12 mois plus tard. Ouais. Puis même au-delà des tournages, c'est vrai qu'on bricole pas mal pour tout ce qui est accessoires. Et quand tu es dans un espace de coworking, que tu es en train de coller de la moquette sur des fils de fer avec de la colle néoprène, et t'as tes petits coworkers qui disent ça pue la néoprène, est-ce que tu veux pas faire ça ailleurs? Du coup, on s'est dit là il nous faut non seulement un studio, mais aussi un petit atelier. C'est pour ça aussi que notre studio il nous sert à ça. Okay. À shooter, et aussi à faire tous nos petits accessoires et nos petits décors. Ok. Et quelle serait la boîte à outils indispensable pour un projet stop motion, pour la base, on va dire?
Dragonframe, sans hésiter, ça c'est sûr. C'est un logiciel qui permet de faire du stop motion, photo par photo. Bien sûr, on a la petite télécommande qui fonctionne en Bluetooth, donc comme ça, on peut vraiment être sur un spot de travail de stop motion pendant que l'autre juste il vérifie au moniteur si tout se passe bien et qu'il a une vision plus globale du cadre, que ce soit tout clean et qu'on n'ait pas laissé traîner des trucs entre deux photos, par exemple. Donc non, ça c'est un logiciel indispensable où justement en plus on peut s'amuser à faire des ease in, ease out. On peut vraiment Ah oui, ok. il y a des espèces de systèmes de courbes de Bézier où on peut faire des accélérations et des ralentis d'objets. Ça c'est super pratique. Ah ouais, ok. Non, définitivement Dragonframe, ouais. Les pelures d'oignon aussi. Ouais. Si jamais tu bouges malencontreusement l'objet que tu es en train d'animer. Par exemple, je mets un coup de pied dans le trépied. Ouais, alors ça, on a quand même, oui. a quand même bien évolué là-dessus. Au début, tu fais pas gaffe, voilà, les petits trépieds qui traînent, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, ça permet de rattraper ce genre de choses ou même de bien voir ton animation image par image. Ça, c'est bien foutu. Ça permet aussi de lire, du coup, ouais, carrément. déjà les photos que vous avez prises. Ouais, okay. Tu peux relire toute la séquence d'images que tu viens d'animer et tu as vraiment le retour en direct, quoi. Et tu as un rendu, tu vois ton rendu en fonction du nombre de frames que tu veux faire. Donc c'est extrêmement complet et ça gère très bien la plupart des boîtiers photos. Et ça fait bien le taf, quoi. Ok, d'accord. Donc ce serait vraiment l'indispensable, quoi, le logiciel Dragonframe, du coup. Niveau logiciel, ouais, c'est sûr que ça il est incontournable. Pour l'instant, j'ai pas vu d'animateur qui faisait du stop motion sans ou avec un autre logiciel que Dragonframe. Ok. Donc pour moi, c'est assez évident. Et après, est-ce qu'il y a je sais pas, vous utilisez des armatures ou beaucoup de pâte à fixe De la pâte à fixe, ouais, clairement la pâte à fixe. Ouais. Un amour inconsidéré pour la pâte à fixe. Une consommation de pâte à fixe hors du commun. Non, ouais, au niveau des armatures, après il y a tout ce qui va être bras magique, ouais, tout ce qui va être du grip qui permet de manipuler les objets de l'animer. Nous on utilise, on teste depuis, ça fait, on va dire depuis nos derniers projets, des armatures qui sont fabriquées par Edu Puerta, qui est un animateur espagnol, qui a une chaîne YouTube qui est juste magique, qui est une ressource d'idées, de bonnes idées pour faire du stop motion. Et en fait, ce gars-là, comme c'est pas assez de faire du stop motion. Ouais, et voilà, il est pas assez occupé par ça, et ça lui prend pas assez de temps. Il crée des petites armatures pour du stop motion, donc des petits bras pour animer en stop motion. Il a sa petite CNC et il fabrique ça. C'est un peu de l'artisanat et il fait des super armatures qui coûtent un peu cher, mais c'est des choses qui sont hyper pratiques pour animer. Okay. Et voilà, donc ça aussi c'est pas mal et ça fait partie de voilà des petits outils qui peuvent vraiment changer la vie. Parce qu'il y a des fois, on essaie de trouver des solutions, mais c'est beaucoup de bricolage de stop motion. Mais si on a des solutions clés en main, c'est pas mal aussi, quoi. Ouais. Si on peut se faciliter déjà la tâche sur quelques aspects comme ceux-là, c'est clair que ça peut faire gagner du temps. Et puis ça fluidifie une animation. Il a des systèmes de petites molettes qui permettent de faire des mouvements haut-bas qui vont être beaucoup plus fluides que si on les faisait manuellement. Voilà, il y a plein de petites astuces. Et sur sa chaîne YouTube, lui, il a plein de vidéos, il va rajouter des petits tips tout bêtes. Notamment, il en a fait une qui est vraiment intéressante sur comment shooter en stop motion de la nourriture. Ah, yes. Parce que la nourriture, il y a plein de contraintes. La nourriture, avec les spots, avec la durée dans le temps, ça se flétrit. Alors comment on fait? Ça fait des marques sur le papier parce que c'est un peu humide. Donc voilà, il donne plein de petites astuces pour animer de la nourriture. Donc Edu Puerta, si vous voulez découvrir des petites astuces. D'accord. Il y a un terme que tu as utilisé, c'est CNC, ça veut dire quoi exactement Ah oui, pardon, c'est une commande numérique. C'est une machine avec généralement t'as des mèches, t'as des forêts qui permettent de découper, de faire des gravures dans du bois, enfin dans différents types de matériaux, d'usiner des pièces, voilà, en métal ou en bois, enfin plein de matériaux. C'est des grosses machines, qui sont utilisées souvent en Fab Lab. D'accord. Est-ce qu'il y a une technique que vous aimeriez explorer là, très prochainement, qui vous plaît particulièrement en ce moment? En ce moment, je sais pas, il y a pas mal d'idées toujours. Il y en a une, moi, que j'aimerais bien travailler.
mais le projet se présente pas encore, donc peut-être que ce sera l'occasion de faire un side project, une petite vidéo pour nous. Moi, j'aimerais bien, c'est faire des marionnettes. Ah ouais. On avait déjà regardé des chaînes YouTube des mecs qui faisaient des marionnettes, et ça, ouais, j'aimerais beaucoup. J'ai déjà une machine à coudre, en fait. J'ai déjà créé quelques accessoires avec du tissu. Et là, je me dis, c'est trop l'occasion de faire dire des bêtises à des marionnettes trop stylées. Voilà. Ah, j'avoue. Ça, ce serait, ouais, moi, mon truc, ce serait ça. Ouais, puis on est quand même à Lyon, enfin, on est de Lyon, la ville un peu de Guignol, donc il y a du sens, quoi, à faire des trucs avec des marionnettes. Moi, d'un point de vue technique, je testerais bien aussi le motion control, avec des bras de motion control. Bon, voilà, c'est vrai que ça reste des outils pas encore hyper développés, mais il y a des choses intéressantes à faire avec ça aussi. Ça va forcément se développer dans les années qui viennent, donc ouais, je pense qu'il y a des trucs à faire. C'est clair. Ok. Et du coup, comment vous gérez vos différentes envies avec les projets qui se présentent à vous? Est-ce que vous allez essayer d'incorporer vos envies, les techniques que vous avez vues récemment dans vos projets, ou est-ce que vous vous adaptez quand même non-stop aux projets qui viennent? On peut prendre l'exemple de Belle Envie, où, en fait, comment t'as dit qu'on avait mis le pied dans la porte? Ah non, c'était une collègue qui disait ça, elle disait fermez-moi la porte au nez, je reviendrai par la fenêtre, quoi. C'était un peu ça. En gros, c'était il y a bientôt 1 an, il y a un de nos clients tout par gel qui vient vers nous pour nous demander une vidéo de présentation pour un service qu'ils sont en train de déployer. Et ça s'appelle Belle Envie, c'est de la livraison de repas à domicile. Donc la cible, c'est plutôt des personnes âgées. Et il me montre la charte graphique et elle est vraiment très complète, très graphique, visuelle, avec de la nourriture en fait. Donc il y a des plats, donc tout est pris en photo, en top shot. Et ils font des jeux de papier. Enfin, vraiment, ça s'y prête. C'est de faire du stop motion en fait. Et eux, ils veulent pas du tout. Eux, ils veulent un motion pur et dur en 2D parce que jusqu'à présent, c'était ce qu'on leur proposait. Ah oui. Mais on avait trop envie de faire un tournage dans le studio, de faire du stop motion. On voyait pas comment c'était possible de faire une vidéo de présentation pour un service de livraison de plats où on vend du plat, on vend de l'esthétique et de la photographie de plats et de qu'est-ce que tu vas manger, en faisant juste du motion design pur, quoi, avec de l'illustration en fait. C'était vraiment trop dommage. La charte graphique, elle s'y prêtait vraiment. Et donc du coup, à force d'essayer de les convaincre, on a réussi à faire du mix média avec eux, parce qu'ils voulaient absolument que le consommateur soit représenté sous la forme d'un personnage en motion design. Donc du coup, on s'est retrouvés à animer des petits personnages avec des plans qui sont tournés en stop motion, en top shot, et donc du coup, on a eu l'occasion... je crois que c'est la première fois du coup qu'on se transformait un peu en assistant culinaire. Ah oui, en styliste culinaire, oui. Donc styliste culinaire, pardon. Oui, alors après, il y avait aussi ça aussi, c'est qu'il y avait un budget aussi à respecter. Oui. Et on a choisi volontairement, et ce qui arrive souvent quand on teste des nouvelles techniques, de surinvestir du temps dans cette vidéo-là pour justement tester de nouvelles choses. Okay. Et du coup, effectivement, il y a des choses qu'on a dû faire un peu nous-mêmes, et notamment le stylisme culinaire, qui est un métier à part entière. Donc, mais on a réussi à faire quelque chose avec ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a des fois où il faut faire des compromis, quoi. Ok. Et la part de stop motion, si j'ai bien la vidéo en tête, c'est les petits papiers qui se déplient. Il y a quoi? Il y a les plats aussi qui arrivent du coup en stop motion, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait le stop motion. Je pense que sur cette vidéo, c'est juste de l'effet des transitions, parce qu'il y a les feuilles du calendrier qui tournent sur elles-mêmes, et le plus gros du taf sur cette vidéo pour moi, c'est le storyboard, parce que il fallait complètement respecter la charte graphique qu'ils avaient créée, et en même temps, c'est une vidéo qui est assez courte, donc on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut jouer beaucoup sur les transitions. Et donc le truc qu'on a trouvé, c'est de jouer avec les feuilles de papier qui viennent faire apparaître et disparaître les textes en motion, ce genre de petites choses, et les personnages qui s'incrustent dans les plats. Ok, ouais.
Voilà. Et quand vous parlez de stylisme culinaire, c'est-à-dire que vous imaginiez la tête des plats, genre, ou c'est... Non, Qu'est-ce que vous justement. entendez par ça? Justement, c'était là la contrainte du produit, c'est que Belenvie, en fait, ils travaillaient déjà avec des fournisseurs, avec des plats préparés Ok. qui sont, en l'occurrence, déjà préparés. Donc, du coup, en fait, j'avais déjà une base de données et un catalogue avec tous les plats qu'ils pouvaient proposer. Et à nous, ensuite, de s'en inspirer et de les recréer, quoi. Mais il fallait que ça ressemble exactement au packaging qu'ils avaient, quoi. Ah, donc du coup, en fait, c'est pas du tout de la nourriture, ce qu'on voit dans la vidéo. Alors, c'est de la nourriture. Enfin, il a quand même fallu recréer les plats pour correspondre aussi à l'environnement photo. C'est ça. Et du coup, on a quand même dû recréer. Mais c'est pas un taf, effectivement, de pur stylisme culinaire, dans le sens où il y avait déjà un existant. Oui. Et heureusement aussi pour nous, il n'y avait pas cette volonté de survendre les plats. D'avoir quelque chose de trop travaillé gastro par exemple. C'était pas du tout l'objectif, c'était de montrer que c'était des plats un peu du quotidien. Ce qui est plus facile à refaire qu'un plat qui va être effectivement déstructuré, enfin très très abouti en termes de stylisme. D'accord, ok. Et la part de motion du coup dans ce projet, c'était principalement l'animation de texte et des petits personnages qu'on retrouve à certains moments, c'est ça? C'est ça. Du coup, on a dû travailler avec une de nos coworkeuses qui s'appelle Sophie Spécial et qui est illustratrice. Et avec elle, on a travaillé pour que les personnages ressemblent aux attentes du client et qu'ils soient facilement animables et facilement intégrables dans le storyboard et l'animation et tout le process de vidéo en fait. Ouais. Et du coup, c'est principalement des personnages où on voit que la taille. Donc par exemple, on les voit, je sais pas si on les voit de plein pied, il me semble pas. Hein. Non, jamais. Non, voilà, donc c'était ça un peu aussi la contrainte, c'était pour aussi gagner du temps là-dessus. C'était des bustes de personnages, on va dire. Pas d'animation de plein pied, pas de cycle de marche, voilà. Donc on a essayé aussi d'être assez malin dans l'animation pour gagner du temps et puis faire en sorte que ça matche bien avec le reste. Oui, pour pas avoir à riguer tout un personnage en entier qui n'aurait pas forcément servi le propos, quoi. Exactement. Par exemple. Ok. Et quelle est votre part d'intégration de motion dans vos projets? Je pense par exemple à Lyon où il y avait des petites intégrations de fumée par exemple sur les usines ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous essayez de faire le plus souvent? On va dire que à la base on vient du motion design où on faisait des vidéos du coup full motion et que si on a pris le studio, c'est aussi une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle on a envie de se détacher du motion. On a envie de proposer d'autres choses, on a envie de faire d'autres choses. On est manuels tous les deux, mais c'est pas qu'on se laisse rattraper, c'est que c'est un peu la cerise sur le gâteau à la fin de la vidéo quand on a créé des accessoires, qu'on a tout filmé, où on a fait du stop motion, on a fait le montage, l'étalonnage, et où du coup on saupoudre un petit peu la vidéo avec voilà des petites fumées, des petits... C'est de l'assaisonnement, c'est un peu le piment d'Espelette de la vidéo, quoi. C'est ça. Non mais c'est vrai que c'est cool de... effectivement, comme Camille vient de le dire, on a toujours ça aussi en tête et c'est cool de dire de rajouter des petits effets. Moi, on a fait une petite usine, on fait sortir de la fumée, voilà, ça rajoute vraiment un petit truc en plus et c'est assez plaisant, quoi. Yes. Dans un projet classique de stop motion, comment vous découpez un peu votre process et quel temps vous attribuez à chaque étape du process en général? Est-ce qu'il y a plus de pré-prod, j'imagine, parce que à la prod, on peut pas se permettre de re-shooter toute une séquence en stop motion. Donc je sais pas, comment vous découpez un peu vos différentes étapes de projet? Souvent le point de départ, ça va être le script qu'on va bosser avec le client, qui est souvent le script voix off. À partir de ce script-là, on va, une fois qu'il est validé, on va faire un séquençage pour voir quelles idées on va mettre à l'image par rapport à ce qui est dit par la voix off. Donc déjà là, on va avoir une première idée de quelles vont être nos grandes séquences. On va essayer de les estimer en termes de temps aussi.
voir si en termes de timing, de rythme de la vidéo, si ça fonctionne, s'il faut qu'on rajoute des séquences. Okay. La particularité du stop motion, c'est que vu qu'aussi on est dans de la prise de vue, si on a le temps et que le budget permet, on va passer par une phase de storyboard qu'on va souvent bricoler, enfin que Camille va souvent bricoler sur Photoshop pour avoir au moins une idée des compositions, des couleurs qu'on va utiliser, de ce à quoi vont ressembler les accessoires. Et du cadre. Et du C'est cadre. surtout. Sachant que le grand objectif de Camille, c'est que le rendu final ressemble le plus possible au storyboard. Voilà, ça c'est son, Mais les clients, ils ont tellement c'est besoin son de se challenge. projeter aussi. Mais bien sûr, non, mais et puis c'est très utile pour les clients et pour nous aussi en tant qu'équipe pour se mettre d'accord sur un rendu en étape de pré-production. Et après, au moment du tournage, il y a aussi un peu le casse-tête donc on essaie d'être assez rigoureux sur les timings parce que autant en motion c'est facile de glisser des images clés pour ajuster un effet, autant shooter en stop motion c'est un peu plus compliqué si on se rend compte que il manque 2 secondes d'animation. Ouais. Là C'est là t'es au qu'on rentre dans montage de la gymnastique mentale, quoi. et c'est là Et c'est là. que les mathématiques prennent tout leur C'est sens. là où à chaque fois on est sur le point d'arrêter de travailler ensemble. Donc C'est le point de rupture. ouais, alors Il est là. c'est un peu ouais, c'est là où on s'arrache les cheveux. D'ailleurs moi j'en ai plus beaucoup, c'est à cause du stop motion, on va pas se mentir. Il faut calculer, il faut se dire ma séquence combien de temps elle va vraiment durer, en combien d'images je vais faire cette animation. Donc est-ce qu'on met un temps mort, qu'est-ce qui se passe pendant que on dit cette phrase là. Donc voilà, faut essayer d'anticiper tout ça, ce qui est pas forcément évident. Donc souvent, il peut arriver que des fois on enregistre une petite maquette de la voix avant, on le fait nous-mêmes pour voir un peu les timings, voir comment ça déroule. Et voilà, on essaie d'être le plus rigoureux possible là-dessus, parce que on sait que derrière, ça pardonnera pas en post-production, quoi. Parce que s'il manque, s'il manque 2 secondes d'animation, comment tu combles ce trou? Tu peux pas le faire. Alors nous, on a l'avantage d'avoir le studio pas très loin. Encore que si on a défait tout le set, on n'aura jamais la même lumière, donc ça peut être problématique, quoi. L'avantage de Dragon Frame, c'est qu'on a un rendu en direct, donc on peut voir à peu près comment va se dérouler la séquence, on peut ajuster. Voilà, ça arrive Okay. régulièrement. Et ouais, justement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir monter, par exemple, sur de la musique. Donc forcément, pareil, il y a un timing hyper précis à avoir en tête, ou des lignes de basse à avoir en tête, ou un rythme en tout cas. Comment vous arrivez, enfin vous comptez les frames, je sais pas, est-ce que vous mettez sur une timeline et vous vous dites là, la 30e image, il va falloir qu'il se passe quelque chose ou quelque chose comme ça? C'est plus ce que tu dis en dernier. En gros, on n'est jamais parti d'une musique, d'une composition. Donc le rythme, souvent, ça se fait à la fin quand on ajoute la vidéo. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est pour te donner un exemple. Au moment du découpage technique, Pierre il fait une maquette. On dit ok, cette phrase-là, elle dure 5 secondes. On essaye toujours de rajouter un peu de temps pour que justement on se retrouve pas avec un trou au moment du montage. Et donc du coup en fait ce qui se passe c'est qu'on se dit ok cette phrase là elle dure 5 secondes, donc là après il faut savoir si on tourne en 12 images par seconde ou en 25 images par seconde, et on fait 12 x 5 ou 25 x 5 secondes, et ça nous donne le nombre d'images qu'on doit prendre en photo en fait, pour créer cette séquence. Ouais. Donc là on a le nombre d'images totales qu'on doit faire en 5 secondes, et dans le découpage technique il y a la phrase de la voix off, et il y a ce qui se passe à l'image. Et là, souvent, soit on en met trop, soit on en met pas assez. C'est toujours un peu un jeu à se dire, faut animer plus ou faut aller plus vite en animation, parce que soit il y a trop d'éléments, soit il y a pas grand-chose à animer, donc voilà, faut en profiter pour faire tourner l'objet 3 fois sur lui-même au lieu de une. Ah oui. Pour gagner du temps, en fait. C'est un peu ça, des fois, les petites astuces. D'accord, ok. Ça vous arrive de faire du remappage temporel, même après en post-prod,
pour bon, peut-être pas étirer, mais peut-être raccourcir des séquences qui ont été trop longues. Ouais, tout à fait. Faire des loops sur les animations aussi. Bah, comme disait typiquement Camille, une rotation à 360, Ouais. bah tu la shootes une fois et après tu sais que tu vas la boucler quoi. Donc Ok. ouais, c'est carrément. Après, par exemple, pour répondre sur ta question au niveau de la musique, on n'a jamais animé uniquement purement sur une ligne de basse, par exemple, parce qu'on n'a jamais fait de projet très tourné sur la musique. Souvent, la musique, elle arrive après dans notre process. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, au niveau post-prod, après, est-ce que, pareil, c'est pas une étape où à se tirer les cheveux entre les différentes retouches à faire, s'il y a des accessoires visibles ou quoi? Si. Il y a un workflow encore j'ai l'impression ça y est, on commence à le maîtriser un peu. Parce que par exemple, pour la dernière vidéo en stop motion qu'on a fait, c'est pour Cégide, il y a une séquence en fait qui est toute en stop motion, où c'est un ordinateur qui se transforme en iPad, qui se transforme en smartphone, en gros. Et en fait, pour animer toutes ces petites choses, il y a les petits bras, les petites armatures dont parlait Pierre-Yves tout à l'heure, qui sont donc sur la photo, parce qu'en fait, c'est ces petits bras qui sont vissés dans ces trois objets pour les faire tourner, pour les faire se basculer. Et donc du coup, en gros, il y a toujours la question de est-ce qu'on fait la retouche où on enlève les bras avant, l'étalonnage avec... En fait, il y a le montage, il y a les RAW, il y a les JPEG, et il y a l'étalonnage en fait aussi à un moment donné. Donc quand est-ce qu'on fait tout ça pour que tout soit raccord? Et j'ai l'impression, okay. c'est toujours un peu un casse-tête, mais j'ai l'impression que ça y est. Mais ça prend beaucoup de temps, ça effectivement. prend beaucoup de temps. Ouais. C'est énorme. Et avant de parler effectivement du fait de s'il y a une scène qui est trop longue, par exemple plus longue qu'une journée de tournage, est-ce que vous êtes obligé effectivement de laisser tout en place comme c'était, les lumières qui sont à cette place-là et tout ça, ou est-ce que, enfin si j'ai bien compris, c'est compliqué de devoir tout remonter à chaque fois Du coup, on sait que on a le budget, on se fait un rétro-planning, on essaye d'imaginer combien de temps on va avoir besoin du studio. L'avantage, c'est qu'on est chez nous. Donc, on essaye toujours de prendre aussi un petit peu plus large. Mais évidemment que quand on shoot, on va le faire par séquence, en fait. Donc, du coup, il y aura toujours la régularité de la lumière et on n'arrête pas de tourner alors qu'on est en plein milieu d'une séquence à animer, en fait. On va de cut en cut, en gros. Okay. C'est très compliqué si on garde pas cette continuité là. Alors encore que maintenant ça le fait avec la lumière LED. Je m'explique, notamment les tournages qu'on faisait avec du tungstène. Le tungstène, il lui faut un temps de chauffe en fait. Et on va dire que la thermo du tungstène varie très légèrement, le temps que les lampes soient un peu plus chaudes. Okay. Donc il nous est arrivé sur notre premier projet en stop motion de reprendre un tournage par exemple après une pause déj sur une séquence qu'on n'avait pas finie. On a déjà flemme quand on avait dû se dire ouais, on va finir après manger, mauvaise idée, parce que du coup on remet les tungstènes parce qu'on les avait coupés parce qu'ils étaient très chauds et puis que de toute façon ça coûte cher. Et là, le temps que ça chauffe, et on le voit après à l'image, la lumière n'est pas tout à fait la même. Alors c'est un peu moins le cas, c'est pas vraiment le cas avec de la LED, mais il peut toujours y avoir des petits trucs qui vont bouger. Donc, enfin, dans la mesure du possible, c'est bien de tout faire d'un coup, quoi. Ok. Et si je repense par exemple au projet Lyon, où effectivement il y avait plusieurs points de vue différents, mais sur la même scène. Est-ce que là, pareil, c'est comme au cinéma, vous devez quand même changer la disposition des lumières pour que ça colle à ce plan-là? Ou est-ce que là, c'est une configuration globale, même pour les plans rapprochés ou les plans du dessus? Alors, sur ce projet-là, on était peut-être un peu juste aussi en termes de place, que la maquette était très très grande et notre studio, il est bien, mais là, pour le coup, on était un peu juste en termes de place. Donc, le parti pris, c'était d'avoir un set lumière qui bougeait pas trop. Okay. Et d'ajuster légèrement la lumière en fonction des différents plans qu'on allait avoir. Clairement, en termes de lumière, on aurait pu faire mieux, notamment je pense aux éclairages sur les mains. Okay. Mais généralement, oui, là, le set était plutôt stable, quoi. Ok, d'accord.
Est-ce que vous avez, pareil, une anecdote sur un des autres projets, peut-être même qu'on n'a pas parlé, pour le Louvre, par exemple, ou pour Cégide, effectivement, où là, c'était une grosse structure pour l'usine, notamment, où ça devait être assez barbare en pré-prod, j'imagine, à ce niveau-là. Par exemple, sur un projet comme la vidéo des bâtisseurs, donc qui retrace l'histoire de la ville de Lyon et comment elle a été construite. Ouais. Techniquement, on a dû construire donc une carte de Lyon en relief d'1,30 m par 1,30 m. Donc déjà, ça c'est au début, on se dit ok, on doit parler de l'évolution de la ville de Lyon, donc il faut qu'on montre l'évolution de la ville de Lyon. Tiens, si on faisait une carte, ah ouais, mais si on fait une carte par rapport, imaginons à des mains qui doivent manipuler cette carte pour montrer un peu l'intervention des bâtisseurs, quelle taille elle devrait faire pour que les bâtiments aient pas l'air trop petits par rapport à la taille des mains. Ah oui. Et on en vient via des calculs savants à donc encore une fois l'intervention des mathématiques à se dire la carte faudrait qu'elle fasse 1,30 m par 1,30 m. Et on se dit ça va. Ouais, ça va. C'est cool 1,30 m par 1,30 m. Ça va, c'est pas trop gros. Et vient le moment de la réalisation de cette carte de 1,30 m par 1,30 m. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'après, il y a des contraintes. On se dit quelle technique on va utiliser. Donc là, on en vient à se dire de la découpe numérique, ça pourrait être intéressant. Donc on bosse avec un Fab Lab sur Lyon qui s'appelle YouFactory, qui eux, par exemple, ont des contraintes aussi. Leurs machines ne peuvent pas découper au-delà d'une certaine taille. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte là, d'un point de vue technique. Parce qu'elle rentrait plus dans la voiture après. Voilà, et après, il y a les contraintes de transport, donc il y a tout un tas de trucs. Après, il y a les contraintes de poids, parce que ça, en gros, cette maquette, elle a été faite sur des couches de bois, c'est du médium, qui au final est assez lourd, quoi. Quand on colle des planches de bois les unes sur les autres, à un moment donné, c'est lourd, quoi. Et donc voilà, on a dû faire cette maquette là, et après derrière on se dit oui, mais il faut y mettre des bâtiments sur cette maquette. Et là on vient à se dire quelle technique on pourra utiliser. Donc on a testé plein de trucs. On avait découpé de la mousse, on avait découpé, je sais plus, on avait découpé plein de trucs. Et ça nous plaisait pas. Et puis à un moment donné, il s'est dit l'impression 3D ça pourrait être pas mal. Donc heureusement dans nos amis. Ouais, voilà, on avait un pote qui nous prête une imprimante 3D. Et puis là, revient intervention des mathématiques une nouvelle fois, calcul savant, on se dit combien de cubes on doit mettre sur cette carte de 1,30 m par 1,30 m pour qu'elle soit remplie. Parce qu'au début, c'est bien gentil, on commence à -42 avant Jésus-Christ. Il y a 3 petits chapiteaux qui se courent après, sauf qu'à la fin, en fait, il faut la remplir, la carte. Petit lion deviendra grand. C'est ça. Donc là, il y a effectivement énormément de cubes. Donc là, intervention des calculs savants, et on tombe sur le chiffre de il nous faut 900 000 cubes. Ouais. Enfin, pardon, 900 slash 1000, autour de 1000 cubes, quoi. Parce que 900 000 cubes, on l'aurait pas fait. Oui. Et là, on fait OK, donc 900 cubes à sortir. On se rend compte un peu de notre bêtise quand même, il y a un moment donné. Sachant que par plateau, alors du coup, on faisait des gros batchs de cubes parce qu'il y avait plusieurs tailles de cubes. Bon, bref, je passe un peu les détails. On faisait des batchs de... Oui, puis le plateau de l'imprimante 3D, c'est pas 1 mètre par 1 mètre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il fallait, je crois qu'on rentrait à peu près une centaine de cubes par plateau. Une cinquantaine de cubes par plateau. Dire 60, ouais. Et on pouvait faire, je crois, 2 impressions dans la journée, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il y avait 10 heures d'impression pour un batch de 50 cubes. C'est ça. Donc il faut et puis il faut optimiser quand on imprime en 3D, il faut aussi optimiser entre le temps d'impression et la finesse, le rendu qu'on veut visuel. Soit on prend une qualité brouillon qui va très vite, soit on prend une super qualité qui va lentement. Bon, ça c'est de la logique. Donc là il faut qu'on ajuste tout ça. Et donc au final on en imprime plein. Jour et nuit. Je crois qu'on en a imprimé, au final on n'a pas imprimé 900, on en a imprimé 1300 je crois. On a 1800, on a imprimé 1800. Le double. On a imprimé le double parce qu'au final on se disait on en imprime, on savait même plus, on les comptait plus. À un moment donné tu dis il y a des cubes, tu remplis des boîtes de cubes, voilà, c'est n'importe quoi. Et arrive le jour du tournage, donc là la question, y aura-t-il suffisamment de cubes? Et il n'y avait pas suffisamment de cubes. Il n'y avait pas assez de cubes. Et donc on remplit la carte et là on se fait non, il n'y aura jamais suffisamment de cubes.
Et heureusement pour nous, en fait, dans les plans qu'on avait fait, on voyait jamais la totalité de la ville de Lyon au final. Donc en fait, c'était que des angles de prise de vue, parce que le brief du client, c'était on veut voir la ville de Lyon depuis un certain point de vue. Donc et du coup, ça nous a sauvé un peu la mise, parce qu'on pouvait pas remplir la carte quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à faire tout ça. Et donc aujourd'hui encore, 1 an plus tard, on imprime encore des cubes pour pouvoir la finir, quoi. Ah oui, parce que du coup, cette carte-là, une fois pour finir le process, une fois que le tournage est terminé, nous, la plupart des accessoires, on les met chez nous. Voilà, on a une sorte d'étagère, un peu un hall of fame de tous nos accessoires. Et à un moment donné, une carte de 1m30 par 1m30, ça rentre pas de partout. Et pendant très longtemps, on s'est dit, bon, il faut qu'on l'accroche, qu'on l'a mis de côté, un coup, on se prenait de la place dans le studio, et puis à un moment donné, on s'est décidé, on l'a accroché à un mur, donc on a la carte de Lyon de 1m30 par 1m30. Ah ouais. En rose, en rose bonbon, du coup. Et on n'avait pas collé les cubes, Stylé. on les avait juste posés pour le tournage. Et maintenant, un peu là, le grand projet, un peu, on va dire à horizon 2023-2024, ça serait arrivé à coller tous les cubes sur la carte. Donc là, on n'y est pas encore. Le projet un jour. Ah yes. Voilà, ouais, un jour un cube, on peut faire ça. Un jour un cube, ah pas mal. Ah oui, donc en plus, ouais, j'allais demander effectivement qu'est-ce qui devenait tous les accessoires, mais du coup, vous les reprenez chez vous en déco, quoi. On les laisse dans le studio, ouais. En haut, on a une très très grande étagère. Pour les plus jolis. Bon, il y en a, jolis. on s'en sépare Voilà. parce que clairement, il n'y a pas la place. Mais oui, on essaie de garder ceux qui nous... Après, voilà, il y a des accessoires sur lesquels on a passé tellement de temps, ça ferait mal au cœur de les jeter. Il y en a d'autres, on se dit, bon, voilà, c'est... On en a un qui est magnifique, qu'on a mis sous une clope en verre. On a fait une vidéo pour le musée du Louvre, pour une espèce de campagne de crowdfunding, parce que chaque année, ils font un appel aux dons pour les aider à acquérir ou rénover une œuvre pour le musée du Louvre. Ok, ouais. Et il y a une année, c'était sur le livre d'heures de François Ier. Et donc, bien sûr, on peut pas faire une vidéo en stop motion avec le livre d'heures de François Ier. Ce n'est pas manipulable, c'est interdit vu le prix que ça coûte. Donc, on s'est retrouvé à le réaliser échelle 1 tout en papier. Et en fait, c'est un petit livre qui rentre dans la paume de la main. C'est tout petit, ça fait 8 cm par 5 cm. C'est un peu épais parce que c'est tout doré, c'est des énormes diamants dessus, voilà. Et il y a un espèce de petit stylet, pareil, pour le poser, qui fait un peu marque-page, et pareil, serti de diamants et tout. Et donc ça, on a réalisé ces 2 petits objets, tout en papier, et je me revois découper des diamants et les assembler et faire de l'origami de mini-diamants de couleurs et de tous les coller dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est sûr que j'allais pas le jeter. Donc il est sous un joli globe en verre. Il prend moins de place qu'une carte de Lyon de 1m30 par 1m30. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage, oui. Et d'ailleurs, l'usine de Cégide, pareil, vous l'avez gardée aussi parce qu'elle est hyper sympa, celle-là. Elle est gardée, elle est à côté de moi sur mon bureau. Je la regarde quotidiennement. Ouais, non, celle-là, pareil. Ouais, effectivement, il y a eu trop d'heures de taf pour s'en séparer. Donc on l'a conservée. Et du coup, je pense au making-of. Est-ce que c'est important pour vous d'en faire ? Est-ce que ça devient peut-être un argument de vente même après ou pas Comment vous gérez le making-of ? En tout cas, moi, les making-of, ça m'aide beaucoup à prendre du recul sur ce qu'on a fait. Et de me dire, putain, on est vraiment cons, quoi. C'est pas possible le temps qu'on passe à faire des vidéos Et en fait, au final, on s'est retrouvé à un rendez-vous client récemment où le making-of a vraiment pu prendre la dimension de tout ce qu'on pouvait réaliser dans une vidéo, étape par étape, et le temps que ça prenait, et la qualité de finition de l'objet terminé. Okay. Mais par exemple, si on prend pour l'usine, il y a eu l'idée de comment on l'intègre dans le découpage technique, et inversement, comment on joue avec cette usine, et si on fabrique une usine, comment est-ce qu'on la fait bien pour la faire revenir dans la vidéo, pas qu'on passe des heures et des heures à construire un objet juste pour l'utiliser 3 secondes dans la vidéo. Ouais. Et donc se dire que c'est l'objet central en fait de la vidéo, puis ensuite d'essayer de la matérialiser, de l'imaginer, de faire des mood boards, de se dire
quelle texture, quelle matière on a envie de travailler, comment on la conçoit, quelle taille elle fait, du coup d'en faire des premières esquisses sur Illustrator. Après Pierre-Yves qui la modélise. Il a passé du temps aussi à faire des tutos pour prendre en main le logiciel et ensuite à savoir lorsqu'elle sera fabriquée comment elle va s'imbriquer en fait dans les angles. Ah oui, ouais. Et ensuite d'aller se former à notre Fab Lab à YouFactory sur la découpeuse laser, puis de l'assembler. Ensuite il y a une étape de pâte à bois pour masquer les joints, le ponçage, la peinture, finir les angles, et entre-temps, avec l'impression 3D, faire tous les petits boutons, les peindre et tout assembler au final, quoi. C'était ça. Mais c'est vrai que des fois, sur les making-of, enfin, t'as raison, hein, c'est un argument pour les clients, de dire, parce qu'il y a des fois, il y a des séquences qu'on monte, fait, ah, mais ça, c'était pas de la post-prod, c'est pas full post-prod. Et ben non, ça c'est vraiment un truc qu'on a construit et c'est vrai que ça permet de rendre compte un peu du travail fourni et que nous ce qu'on voit à chaque fois c'est des vidéos sur mesure dans le sens où on va par rapport à la problématique, le brief du client, on va essayer de trouver des techniques qui vont correspondre aussi à son besoin et avoir un truc vraiment une approche où on va construire ça sur mesure. Donc après ça il y a toujours le débat de se dire c'est un rendu qu'on aurait pu avoir éventuellement en 3D full post-prod, voilà, où est-ce qu'on met le curseur, quoi. C'est toujours ça un peu la question. Ouais. Et du coup, ça rejoint un peu la question de comment vendre le stop motion, vu que dans le document de préparation de là, cet épisode, vous disiez que c'est pas le premier choix forcément pour un client. Mais non, parce que ma réponse à ta question, c'est le stop motion, tu le vends pas en fait. Tu le vends pas, ouais. Mais non. Il suffit de voir les making-of pour te dire le temps que tu passes à réaliser 5-10 secondes en stop motion, contrairement à tout interpoler avec 2 images clés en 2D sur After Effects, en fait. C'est ça qui est... C'est démentiel, en fait. Pour moi, la qualité du rendu, par contre, c'est pas du tout la même, mais c'est là où t'as ton argument. Et puis, parce qu'on a envie d'essayer et qu'on est tous les deux manuels. C'est vrai que ça... Puis il y a des fois, on se pose la question de se dire, ok, cette séquence, on l'a fait en stop motion, mais quelle valeur ajoutée elle peut avoir? En tout cas, moi, c'est vraiment une réflexion que j'essaie d'avoir. C'est cette séquence, le fait de le faire en stop motion, qu'est-ce que ça apporte en plus que si on l'avait fait en 3D, par exemple? Et souvent, nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir une interaction avec, c'est bête, mais une main, tu vois, c'est des choses qu'on peut pas forcément faire en 3D. Donc le fait qu'il y ait de l'interaction avec du réel, de la prise de du réel, qu'on voit un peu aussi cet aspect-là. Au-delà du fait que le stop motion, le mouvement stop motion, ça a quand même une esthétique, un cachet qu'on a du mal à retrouver avec de la 3D. Mais il y a ça aussi, c'est ok, cette séquence, c'est cool de la faire en stop motion, mais pourquoi, quelle va être la plus-value? Et après, il y a d'autres paramètres. Ça peut se vendre le stop motion, mais l'idée c'est peut-être aussi se dire on va travailler sur des formats qui vont peut-être être plus courts mais plus efficaces, parce que c'est vrai que les temps de production sont plus longs. Est-ce que on peut aussi réfléchir à intégrer le stop motion, à être plus malin dans la façon dont on va l'intégrer, avec des reprises de séquences ou voilà, pas faire uniquement du stop motion, mais aussi amender des prises de vue en temps réel et mélanger un peu des effets stop motion, un peu du temps réel. Voilà, il y a plein de choses à aller chercher et pas faire peut-être que du stop motion. C'est nous sur les dernières vidéos qu'on a faites, c'était un peu ça aussi la démarche. Faire une vidéo full stop motion, c'est sûr que c'est des contraintes, ça va être énormément de temps. Donc voilà, faut le prendre en considération. Ouais, clairement. C'est là que rentrent peut-être en scène les compétences commerciales apprises durant ces 5 années. Oui, je sais pas si j'ai vraiment eu la fibre commerciale grâce à l'école de commerce. Ça c'est pas dit. C'est pas dit. Est-ce que vous avez des artistes stop motion dont vous voudriez parler ou dont vous vous inspirez? Pour rejoindre d'ailleurs la question de Margot Raymond, photographe. Donc, quelles sont vos sources d'inspiration et votre nourriture culturelle? Ouais. Alors, on a parlé d'Edu Puerta. Donc, encore une fois, oui. Allez voir sa chaîne YouTube, elle est oufissime. Une de nos premières références aussi, quand on a commencé à bosser là sur le projet réseaux sociaux de Sacro, c'est Pes, qui est un animateur qui a fait beaucoup de petits courts-métrages en stop motion,
Donc des prix, je pense qu'il y en a tout autour du ventre. Tu les connais, c'est comment faire des spaghettis bolognaises et en fait, c'est avec des objets du quotidien. Donc, je sais plus, par exemple, il y en a une aussi sur faire du guacamole. Il prend une espèce de grenade qu'il découpe en deux. Dedans, il y a c'est une boule de billard pour faire le noyau de l'avocat et c'est de la pâte à modeler pour faire l'intérieur de l'avocat, etc. Et il y a plein de jeux avec les chips, c'est des jetons de poker, enfin, c'est des choses comme ça. Celles-là, elles sont connues. Et c'est pas quand ils découpent en dés aussi, c'est ça. Dés, ouais, c'est avec les dés, ouais, tout à fait. Ok. Ah, stylé, ouais. Ok. Et après, en termes d'autres inspi, après, il y a sur Lyon, on était pas mal inspiré par ce que faisait Lorenzo Papace. Alors lui, pour le coup, il a une approche du stop motion, j'ai envie de dire, plus instinctive, dans le sens, lui, où il n'utilise pas du tout Dragon Frame. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et lui, il a fait beaucoup de paper toy, et il travaille beaucoup le papier. Il a fait notamment des installations pour c'était au printemps, les vitrines de Noël du printemps, où il a fait des grandes installations en papier. Et il fait aussi il a fait aussi des vidéos en stop motion avec des que du papier, et c'est ouf ce qu'il fait. Il y a notamment un générique pour, comment il s'appelle ? C'était pour Arte, mais j'ai oublié le chercher depuis tout à l'heure, ouais. C'est les Aventuriers de l'Art ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui est juste oufissime, parce que parce qu'il met des petites LED, en fait, c'est pareil, il représente une ville, donc en fait, il met des LED dans les fenêtres, dans les bâtiments, Ah oui. Et il fait des transitions, je sais pas, d'un bateau qui devient tout petit. Enfin, ces transitions, elles sont hyper bien pensées aussi. Et tu regardes le making of et tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Et le mec, pareil, il fait ça dans son appart à Lyon, qui est tout petit, en fait. Et ouais. Et lui, du coup, vu qu'il fonctionne pas avec Dragon Frame, il y a un petit côté, justement, on retrouve un peu le côté brut du stop motion, où tout n'est pas forcément à chaque fois hyper stable, parce que forcément il prend une photo, il bouge son pied, il prend une photo, il bouge son pied, enfin voilà, il bouge ses objets. Il y a ce côté un peu brut, ouais, vraiment, c'est ça, c'est très brut, mais ça va avec son univers, ça colle parfaitement. En plus, lui, il a plein de cordes à son arc, parce qu'il fait la musique, il fait tout, quoi. Donc c'est assez intéressant ce qu'il fait. Il est sur Lyon alors aussi. Et il est sur Lyon, tout à fait. Ouais. Donc vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, j'imagine. Oui. Dans le cadre des apéros vidéo, quand tu les organisais ? Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, je l'avais fait pitcher un apéro vidéo. Ouais. Cool. Et d'autres inspirations, Moi, le stop motion, le truc qui m'avait marqué et qui m'avait dit allez, on fait du stop motion pour la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le film qui s'appelle Panic au village, qui est plutôt un espèce de long métrage d'ailleurs. C'est cow-boy et indien en fait. C'est le nom des personnages. Ah, oui. Et en fait, normalement, c'est des petites vidéos de 2-3 minutes sur YouTube. Et là, ils en avaient fait un film. Et il y a notamment la voix de Benoît Poelvoorde, en fait, dedans. Ah, d'accord. C'est de l'humour absurde, moi, c'est tout ce qui me fait rire. Ce film-là, il est vraiment drôle parce que justement, c'est tout un film en stop motion. Et c'est des petites figurines qui ont une plateforme sous leurs pieds, en fait. Donc, tu ne peux pas les faire bouger autrement que en mettant de la pâte à modeler ou de la pâte à fixe sous leur socle, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'expression de visage. Tu peux pas faire bouger les bras et tu peux pas faire bouger leur tête. Ah ouais, d'accord. Donc c'est assez limité et pourtant ils arrivent bien à faire passer les messages, les expressions. Ce film, il est vraiment chouette à regarder. Je le conseille. Panic au village, du coup, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Panic au village. Moi, perso, mes premiers émois de stop motion, je pense, c'était le premier souvenir vraiment où je me suis dit, ouais, c'est ouf comme technique. C'était dans La Science des rêves de Michel Gondry. Bon, c'est hyper barré, c'est Michel Gondry, mais il y a notamment, moi, il y a celle qui me revient, il y a une séquence où il y a toute une ville faite en rouleau de papier toilette, où il y a un tram qui passe et tout, dans lequel le personnage plonge dedans. En fait, je trouvais ça ouf. Dans ce film qui est un peu lunaire, d'avoir ce passage-là en stop motion, je trouvais que ça fonctionnait parfaitement. Le mélange était vraiment bien, quoi, et ça portait, j'adore ce film, donc ça m'a vraiment marqué. Et en plus, j'avais vu le making-of derrière où tu vois Michel Gondry qui est au fin fond, je sais pas si c'est chez lui dans une ferme ou dans une grange, et il t'explique qu'il a collecté des rouleaux de papier toilette chez tous ses potes et pendant je sais pas combien de temps pour fabriquer cette ville. Je me suis dit, ouais, c'est ouf, quoi, de pouvoir faire ça et de se dire, je vais faire une ville en rouleau de papier toilette. Voilà.
Ouais, limite, les backstage, ça a presque autant d'impact que le film en lui-même, quoi, dans ce genre de... Enfin, dans le stop motion en général, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec cette technique aussi. Bah, c'est vrai que du coup, pour rebondir sur les making-of, c'est aussi des choses qui nous alimentent. Enfin, c'est vraiment de la veille pour nous de se dire, ah ouais, il a travaillé comme ça, ou il a fait attention à ci, ou cette technique-là, c'est vraiment pas idiot. Je trouve que ça m'inspire plus de voir, typiquement pour notre projet de Cégide, de voir le making-of plutôt que le rendu d'une vidéo qui a une visée plutôt commerciale. C'est beaucoup plus kiffant, en fait. Ouais, carrément. Donc ouais, regardez les making-of des films en stop motion. Des fois, tu vois comment ils ont construit leur décor, dans quelles conditions ils font le tournage, et c'est pas souvent que je me dis, ah, ils font du stop motion avec beaucoup de budget, en tout cas. Il me semble que pour les films, genre L'île aux chiens ou Kubo ou des choses comme ça devient presque des musées à part entière, les studios. Et c'est un truc que j'aimerais bien voir, je pense, un peu les maquettes. Enfin, ça doit être hyper impressionnant de se retrouver au milieu de petites figurines ou de petites maquettes de villes comme ça. Ça doit être ouf. Ça me fait penser à un documentaire où ils visitent donc les studios où ont été tournés Wallace et Gromit. Ah, oui. Et ils montrent un peu les grands racks où ils rangent tous les personnages et tous les décors. Et il y a aussi il y a plein de ils montrent aussi leur planning de production, comment ils ont fait ça, ils ont fait des trucs hyper visuels et c'est hyper intéressant à voir parce que là c'est le top du top de la production en stop motion, voir comment les gens s'organisent pour produire des longs métrages, c'est incroyable quoi, parce que là c'est ça demande un taf et une organisation qui est oufissime. Ouais, l'organisation, ça doit être dingue. C'est vrai que j'avais vu pareil, je sais plus si c'était je sais plus pour quelle vidéo c'était, mais effectivement les différentes têtes des personnages avec les différentes expressions quand ils parlent ou des choses comme ça, et t'as genre une centaine de têtes différentes. C'est un peu glauque d'un côté, mais c'est assez impressionnant de voir ça, quoi. Mais peut-être, enfin, ça vous intéresserait pas de peut-être participer à un court-métrage ou un long-métrage de stop motion ou un projet dans ce sens-là? Bonne question. Je pense qu'il faut énormément de... Non, je dis pas qu'on n'a pas la rigueur nécessaire, mais animer sur un long métrage, ça doit être très éprouvant et faire que de l'animation. Je sais pas si je pourrais personnellement. Avec beaucoup de boîtes de Doliprane. Ouais, peut-être. Faudrait ça. Ouais, non. Franchement, souvent, moi, je sors de tournage de stop motion. La tête en vrac. C'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête de se dire, encore une fois, combien cette séquence, elle dure, combien il faut d'images, en combien de temps l'objet, il arrive, il repart, et il y en a plusieurs à animer, et en plus, on travaille dans des positions qui sont pas forcément toujours agréables. Ah oui. Sous les lumières, ou même si c'est encore de la LED, on a chaud, c'est pas super confortable, quoi. Mais oui, ce serait super chouette. Après, je vois comment on travaille et ce qu'on aime et pourquoi on le fait. C'est parce que le matin, tu fais un taf de chef de projet, et après, tu vas faire un peu de storyboard, puis tu vas construire ton accessoire. Il y a faire aussi un peu les devis, les budgets, les rétro-plannings. Il y a tellement de la réflexion dans tous les sens. En tout cas que c'est ça, moi, qui m'anime. Et pas demain devenir animatrice stop motion à fond, quoi. Ok. Je pense. Ouais, c'est cette diversité quand même des tâches qui permet de garder la tête saine, on va dire. Ouais, avec tous les revers que ça peut avoir, dans le sens où je pense qu'on perd pas mal d'énergie aussi à être sur plein de fronts à la fois. C'est vrai que c'est un peu voilà, faut aussi en avoir conscience, et que des fois on peut pas courir tous les lièvres à la fois, donc des fois faut savoir se faire aider aussi. Ouais. C'est aussi des réflexions qu'on a. Typiquement, on va tout ce qui va être le travail sur le son, ça on va pas le faire nous. Enfin voilà, on essaye d'aussi avoir des fois des coups de main sur les tournages. C'est hyper appréciable, ce genre de choses, quoi. Travailler en équipe de manière générale, c'est appréciable. Ah oui, donc du coup, oui, effectivement, tout ce qui est niveau son, vous le sous-traitez également? Tout ce qui est sound design, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et du coup, des projets à venir ou en cours de réalisation, que ce soit
un side project pour expérimenter ou un projet pro? Bah du coup, side project, marionnette avec du motion control. C'est ça. Coupler les C'est ça. deux, quoi. Bah en vrai, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, hein. oui. Non, mais effectivement, là, il faudrait qu'on se lance sur un side project, parce que Encore accro aux réseaux sociaux? encore, toujours. Ouais, pour l'instant, on n'a rien de défini. S'il y a une petite grippe qui est sortie, t'en as peut-être entendu parler, qui a mis un petit stop à nos activités. Ah, Donc, oui, effectivement, ça ouais, me dit il quelque faudrait chose. qu'on se penche là-dessus. Mais on va pas on n'a pas de grande annonce à faire à ce niveau-là, malheureusement. Non, mais ça ne peut que arriver, du coup. Et quand tu dis animation de marionnette, c'est vraiment marionnette à l'ancienne Non. ou c'est fil de fer plutôt Ouais, je pense que c'est plutôt fil de fer ou même tu peux glisser ta main dedans. Rien à voir avec le stop motion, quoi. Ah oui. Ok. Non, je d'accord. vois pas du tout de la marionnette toute riguée en stop motion. Enfin, ça pourrait arriver, mais... Après, voilà, on parle beaucoup de stop motion, mais c'est un des outils et on va pas se contraindre avec on va se dire on va faire forcément uniquement du stop motion sur le prochain side project, quoi. À chaque fois, ça sera toujours pareil, la même réflexion. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'essayer? Et puis voilà, essayer de mélanger tout ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même effectivement une belle alternative pour se sortir du tout écran qui est malheureusement omniprésent dans les studios de nos jours. Donc, c'est une bonne alternative, effectivement. Mais vous, du coup, vous cantonnez pas à que faire du stop motion, quoi. Non plus, ouais, c'est ça. Tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a tellement de techniques à explorer après avec... Pareil, encore une nouvelle fois, il y a des revers à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes. De rien. Voilà, C'est ça. Voilà, si C'est à un le moment revers de la donné, médaille. c'est que le marché, j'ai envie de dire, Oui. te dit il faut te spécialiser. Oui. Et nous, on se dit bah oui, mais c'est un peu dommage, il y a tellement de trucs à explorer. Mais moi, j'ai envie de faire ça et ça voilà. et ça. Donc bon, on essaie toujours de mélanger et puis des fois, on sait qu'on n'a plus envie de faire certaines choses, donc on le fait un peu moins et puis voilà. Il y a des motion qui sont bien meilleurs que nous en motion. Il y a des animateurs stop motion qui sont bien meilleurs que nous. On n'est pas étalonneur, on n'est pas cadreur, on n'est pas... Moi, j'ai aucune prétention. C'est juste kiffer, quoi, en fait, je pense. Juste s'amuser, ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste prendre du plaisir et ça se voit forcément au résultat final de toute façon. Il y a pas... j'ai encore vu dernièrement l'argument marketing d'un film, c'est qu'il a été tourné à l'iPhone. Donc il n'y a pas forcément besoin de gros matos ou de grosses connaissances ou quoi pour se faire kiffer et faire un truc que les gens vont kiffer aussi en le regardant. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis on a une époque où on a accès à des outils quand même incroyables pour produire, que ce soit d'un point de vue technique, matériel audiovisuel, mais aussi pour de la création d'accessoires. On peut faire tellement de choses maintenant. On a accès à tellement de trucs que c'est dommage. Tu parles de l'internet ? Je parle d'internet aussi. On a accès à internet. Oui. Tout ça. Non, mais enfin, oui. Demain, t'as envie d'apprendre à gérer tel logiciel ou telle technique. Tu regardes un tuto, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On peut se former très rapidement sur plein de techniques différentes. Donc, c'est vrai que c'est dommage de s'en priver. Donc, voilà. Yes. C'est une belle leçon. Je valide. Non, mais c'est vrai que c'est aussi ça aussi. La conclusion, c'est quand tu vois d'où on vient individuellement, comment on a commencé à travailler ensemble et dans quelles conditions, où on n'avait pas de studio, où on n'avait pas de matos, on savait rien faire d'autre qu'ouvrir After Effects et animer. Et maintenant, la quantité de techniques qu'on a appris pour sortir des belles qualités de vidéo, ça c'est... Enfin, je veux dire, il faut pas beaucoup plus que de la volonté pour y arriver, quoi, en fait. Et au final, en très peu de temps, en 2 ans c'est ça, à peu près. Ouais. Quoi. Bah, un peu plus quand même. Ouais, 4 ans. Ouais. 4-5 ans même, ouais, depuis. Yes. Bon, ça rejoint un petit peu ma question d'avant. Est-ce que vous avez une œuvre récente ou ancienne, à part celle qu'on a citée, genre Panique au village ou Science des rêves, que vous aimeriez faire connaître
qui est sous-coté ou qui est... Ah, bonne question. Mm. Qu'est-ce qui est sous-coté? Je sais pas si c'est sous-coté, je sais pas si c'est... Mais c'est un film qui est pas beaucoup connu et pour moi, c'est un chef-d'œuvre visuel. C'est un film de Tarsem Singh, je sais pas si je le prononce bien, qui s'appelle The Fall. Ok. Et ce film, il est incroyable, visuellement parlant. C'est l'histoire d'une petite fille qui est à l'hôpital et la personne qui est allongée à côté de son lit, en fait, il est acteur et donc du coup, pour passer le temps, il lui raconte une histoire d'amour, en fait. Et c'est des plans qui sont tournés dans le désert ou dans l'eau ou dans la jungle et il y a les costumes des personnages. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de couleurs, ce film, et d'idées créatives, c'est très impressionnant. Je le regarde au moins une fois par an, tellement il est bien. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah c'est bon à savoir, je connaissais pas du tout. The Fall, hein, c'est ça. C'est ça. Mais rien à voir avec le stop motion. Ah non, mais c'est totalement libre. J'ai vu dans votre doc que vous parliez aussi de Zach King, Oui. un petit peu dans Ouais. Moi, Zach King, je pense que tu vois un peu plus que moi, parce que moi, du coup, je suis pas sur Zach King, je suis sur Kevin Parry. Ouais, bah les deux sont un peu, pareil. ouais, c'est un peu du même style, c'est tous ces petits effets, ces petits formats très très courts de quelques secondes où les mecs te proposent un truc un peu à la limite de la magie et de la post-prod et font des petits effets visuels avec des fois avec des trucs tout bêtes. Zach King, bon, ça fait un petit moment qu'il fait ça. C'était un des premiers à le faire. Au début, je sais pas s'il a pas commencé genre sur Vine ou quelque chose. Je sais, j'ai pas son historique, c'est possible. mais ça devait être quelque chose comme ça. Il faisait ses petits effets visuels, mais ça fait un petit moment qu'il fait ça. Maintenant, il a une équipe de dingue où il explique que ces vidéos de quelques secondes, elles mettent plusieurs semaines parce qu'il part dans des trucs, à construire des décors de ouf pour arriver à faire le petit effet visuel qui va bien marcher. Et effectivement, Ouais. en ce moment, on suit beaucoup Kevin Parry. Kevin Parry. Ouais. Lui, il est animateur stop motion, il a bossé sur Kubo et l'armure magique, notamment, mais Ah pas que. ouais. Donc, gros animateur stop motion. Et ouais, bah, un peu dans le même style que Zach King, il fait beaucoup d'illusions un peu magiques alors que c'est juste de la post-prod bien pensée. Mais en fait, il est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Même genre, en ce moment, il dit Instagram, ça commence à plus rapporter autant de visibilité qu'avant. Et par contre, je la mets sur LinkedIn et les vues sont juste phénoménales. Servez-vous de cet outil parce que c'est juste incroyable. Sans sponsorisation ni rien, il fait beaucoup de vues. Et ce qui fait aussi que ça marche bien, c'est que là, il s'est lancé dans les making-of. Il révèle un peu ses astuces et tu te sens idiot à un point tellement c'est facile et limpide et évident que c'est pareil, c'est une source d'inspiration aussi pour... C'est un peu au final, mais ça revient. Pour moi, c'est de la magie parce que des fois, tu dis des trucs de magie, c'est des trucs tout bêtes, tu l'as un peu le souvenir. Et en fait, il te révèle le truc, tu fais ah ouais, en fait c'est tout con quoi. C'est tout con, ouais. Alors surtout Kevin Parry parce que maintenant, je trouve que Zach King ils partent vraiment dans des trucs où bah ils vont loin quoi. Il se passe ils vont passer des semaines à faire une toute petite vidéo. Mais Kevin Parry c'est vrai que c'est des trucs tout bêtes ce qu'il fait au final. Et ça marche vachement bien quoi. Ouais. Je crois que j'ai vu celle où il se laisse tomber par terre et il se transforme avec les ballons. Ouais, avec les ballons. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que lui, tu sens qu'il est en train de bosser dans un espèce de rythme où il se met un challenge avec un objet ou un accessoire par mois et il le décline en autant de vidéos qu'il peut dans le mois. Ah oui. Je sais qu'il a fait un mois avec que des balles de tennis, un autre mois il l'a fait que avec des ballons. Je crois qu'il est dans le mois où il s'amuse avec des loupes, je crois. C'est un peu ça. Donc voilà. Non, ouais, vraiment, c'est le petit fil rouge. C'est ça, c'est son fil rouge à lui, il s'entraîne, il s'exerce. Ouais, c'est un bon exercice. Tout ça, c'est super intéressant. Ok, bah ça me semble pas mal. Vous avez un petit shout-out à faire, une petite dédicace. On va faire comme Anne, déjà une dédicace à vous quoi. Non mais c'est mais en vrai c'est cool de faire déjà les apéros motion, je trouve que c'est une très bonne initiative.
de l'avoir pivoté pendant le confinement sur des petites interviews, c'est hyper intéressant et c'est cool de voir un peu le parcours des gens, ce qui se cache derrière. Moi je trouve ça tellement enrichissant d'avoir des retours d'expérience et de voir quelle est la démarche des gens, et on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. On voit pas les briefs de départ en fait. On voit pas aussi les briefs de départ, et c'est une sorte de making of en quelque sorte. Et non, mais c'est hyper important, moi je trouve. Il y a des fois on voit uniquement les réalisations des gens, et on se rend pas compte de tout le taf qu'il y a derrière, ou tout le parcours qu'ils ont pu avoir derrière. Et ça aide aussi à se dire ouais, en fait il y en a, ils commencent de pas grand chose, et petit à petit, de projet en projet, ils arrivent à aller vers ce qu'ils sont capables de faire maintenant aussi, quoi. Donc ça, c'est hyper, moi je trouve ça toujours enrichissant d'avoir les retours d'expérience de chacun et de chacune. Ouais, clairement, tout à fait. Merci en tout cas merci à vous. Et la petite dernière question qui est devenue culte, on peut le dire. Quel est votre apéro favori? Houmous et grenadine. Au studio, quand on faisait les soirées du coworking, on buvait des gin basil smash. Ouais. Qu'est-ce que c'est que... Gin basil smash, donc du gin, du basilic, du sirop de sucre de canne, et du citron. Et du citron, ouais. Avec de la glace, faut que ce soit un peu frais, et c'est très bon. Ok. C'est très bon, et c'est traître aussi. Pas trop en boire non plus. C'est traître. Ouais. C'est très sucré, du coup on se rend pas compte, et ça peut vite monter à la tête. Donc attention au gin basil smash. Oula. Gin basil smash. Ouais. Je vais me le noter celui-là. Ça a l'air pas mal. Un petit truc à grignoter à côté ou nature? De l'abondance, bien évidemment. De l'abondance en abondance. Oui, c'est vrai. Ouh. Ouais, placement produit. On pourrait peut-être demander un petit sponsoring avec ça, je pense. Fan de fromage, c'est ça? Fan de fromage, ouais. Fan de fromage, et l'abondance, ça vient de chez moi. Donc... Et au Savoyarde. Ouais. Ah, voilà. La fierté d'abord. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'était super intéressant d'avoir un petit peu votre retour sur expérience de votre studio et même personnel. C'était super sympa d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Merci José. Et merci à toute l'équipe, quoi. Toute l'équipe. Je leur passerai avec plaisir. Et merci du coup PY, j'aime bien. Ouais, ça nous donne un côté américain que j'aime bien. C'est ça. Et merci Camille, peut-être à bientôt sur Lyon ou sur Strasbourg. Ce sera avec plaisir avec grand de se plaisir. rencontrer en vrai. Pareillement. Carrément. Si vous passez à Lyon, n'hésitez pas. Un petit apéro. Grave, à fond. Basil smash abondance. Allez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais. Et à bientôt du coup. Carrément. Merci. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, et particulièrement à Tristan Lepanier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Lepanier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'ils nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leurs réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!